Studemann, bonjour. Merci Bonjour. de nous accueillir ici au musée Kleindel, musée d'aviation suisse. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ces 100 ans qu'il y a eu en 2014? Alors 2014, ça a été une année particulière. Ça a été les 100 ans du début de l'aviation militaire, qui avait démarré surtout à Berne. Mais il faudrait qu'on revienne un tout petit peu en arrière, en 1910. En 1910, qui était le premier vol d'un avion suisse par un pilote suisse, c'était Fayouba. Et l'avion de Grandjean, et ça a eu lieu ici à quelques kilomètres, à Avenches, qui a été considéré comme le berceau de l'aviation en Suisse. Voilà, vous nous parlez de Fayouba, c'était le premier pilote de l'aviation suisse. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce Fayouba justement? Alors Fayouba, Ernest, il vient d'Avenches. Ses parents sont décédés, son père avait une assez grande fortune pour l'époque et lui était mineur, donc il ne peut pas disposer de l'argent de ses parents, un fou de technique, il achète des motos, tout ce qui a de la vitesse lui plaît. Et puis il découvre l'aviation et c'est avec son ami Grandjean, en haut sur le Vuillet à Bellevue. Grandjean est 12 ans plus âgé que Fayouba, construit son propre avion. Et puis, Grandjean va développer des avions, des inventions pendant toute sa vie. Il partira à l'étranger aussi et il reviendra beaucoup plus tard de nouveau en Suisse. Donc, les deux sont de grands copains ou de grands amis et ils démarrent cette aventure de l'aviation à Avenches. Alors Grandjean, lui, a conçu l'avion, il n'a pas pu le voler. C'est Fayouba qui va faire le premier vol de cet avion de Grandjean à Avenches, comme on l'a dit avant. Et ce qui est assez spécial, c'est que c'est un vol très court. Parce que personne ne s'attendait à ce que l'avion vole. Il faut s'imaginer ça. Fayouba n'avait encore jamais volé de sa vie. Il n'en a aucune idée, mais il a ça dans le sang. Et il arrive à faire guider cet avion. Et il le repose. Ensuite, ils vont devoir continuer de développer cet avion. Il va être cassé, il doit être réparé. Et puis Fayouba, lui, il ne peut pas attendre. Fayouba, lui, il part en France, il va acheter un avion Santos Dumont, la Demoiselle, pour commencer à voler. Tout ça avec sa fortune, il va toujours chez sa grand-maman lui demander, même grand-maman, est-ce que tu ne pourrais pas me donner un peu d'argent pour pouvoir, de ma fortune, et puis elle a pitié de lui, puis elle lui libère chaque fois un peu d'argent. Et il achète ce Santos Dumont, donc cette Demoiselle, pour lui c'est pas assez puissant. Et puis c'est là qu'il découvre l'avion, on va dire, peut-être le plus performant de l'époque, c'est le Blériot. Connu aussi par Blériot qui traversera ou qui a traversé déjà à ce moment-là la Manche. Et puis il achète un Blériot. Et puis il revient en Suisse, il vole avec son Blériot et puis après il va à renouveau faire des vols avec Grandjean. Alors Fayouba, c'est cette folie de l'aviation qui va faire que il va racheter des licences, il rachète les licences de moto sacoche. C'est une moto qui a été développée par les frères Dufour en Suisse. Il rachète des licences pour construire des avions à Avenches, des hélices. En fin de compte, il crée un aérodrome à Avenches. Tout ça dans ces années folles, entre 1910 et puis 1914. Il a une école d'aviation. Tout le monde vient là. Et si on prend l'histoire des premiers pilotes suisses, ce sont avant tout des romans. Oui. Parce qu'il y a ce berceau de l'aviation qui est à Avenches. Et puis justement après, Fayouba il se lance vraiment dans tout ce qui est dans l'industrie de l'aviation finalement. Donc est-ce qu'on peut le qualifier de pionnier dans ce domaine-là avec justement Grandjean? Alors le pionnier c'est Grandjean, parce que c'est lui qui invente. C'est lui qui a inventé par exemple le premier avion avec des flotteurs pour décoller sur l'eau. Oui, un hydravion si on veut. Fayouba lui c'est pas un inventeur. Ouais. Lui, c'est plutôt le testeur. C'est le testeur, c'est le fou du volant, donc du manche à balai, qui adore voler, la vitesse et tout ça.
Ouais. Alors ça, c'est des différences. Il est toujours mineur, notre Fayouba. Ouais. Hein, il est né sauf erreur en 94. Donc au début de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pardon, en 1914, eh bien, c'est là qu'on crée les forces aériennes, ou la première troupe d'aviation, et Fayouba n'est pas pris en considération, parce qu'il est malade. Il est malade des poumons, et ça va le conduire jusqu'à son décès dans la pauvreté. Il va griller toute sa fortune, il n'aura plus rien, il meurt sauf erreur à Lausanne, pas d'amis, rien du tout. Tout seul dans son coin, et il n'a pas supporté de ne pas avoir été choisi comme pilote militaire, alors que Grandjean deviendra un pilote militaire. Parce que justement, Fayouba, il avait la tuberculose, ensuite il a eu ce qu'on appelle la folie des grandeurs, donc dépensier. D'après ce que j'ai compris, il n'avait plus de moteur pour ses avions. Ah, donc, exactement. Il y a tout qui s'est vraiment écroulé autour de lui. Tout s'est écroulé autour de lui. Il a vendu son école. Oui, il a vendu son école. Ouais. Et puis après, vous avez cette époque un petit peu spéciale où Avenches ne va pas croire dans l'aviation. Au début, ouais, super génial, on fait de l'aviation. Puis pour finir, tout le monde dit mais attendez voir, faire de l'aviation, vous croyez que ça apporte de l'argent, ça dérange, ils nous enlèvent un terrain pour faire une piste, alors que ça pourrait être du terrain agricole. Et puis on fait comprendre à Grandjean qu'il doit partir. Oui. Puis Grandjean, lui, dans l'histoire, il raconte qu'il a été commandé un wagon au CFF à la gare d'Avenches. Il a mis tout son avion dedans, il est parti à Dubendorf, qui avait été le premier aérodrome vraiment conçu en Suisse, à Dubendorf. Ouais. Puis il va développer ses avions, ses combines là-bas, et Fayouba, lui, il va gérer jusqu'en 2014 son école d'aviation. Puis après, vous avez ce grand changement de la Première Guerre mondiale qui fait que Théodore Réal, qui est un officier de la cavalerie, qui a une licence de pilote, tout d'un coup, nommé par l'état-major général de l'armée, responsable de créer une troupe d'aviation contre l'intérêt de tout le monde. L'aviation, à l'époque, elle est mal vue. Les troupes, les généraux de l'armée ne voient pas l'avantage de l'aviation. Puis quand ils font des essais, avant 1914, 1912, 13, avec Fayouba qui vole, par exemple, pour soutenir des corps d'armée dans leurs manœuvres, ils tombent en panne. Ou bien alors il y a le brouillard, puis ils ne peuvent pas voler. Et là, on n'utilise pas l'avion dans une dimension, c'est celle de l'avion comme avion de reconnaissance. Oui. Hein, on veut voir le champ de bataille avec des jumelles à gauche, à droite, avec un observateur. Oui. Et ça viendra plus tard qu'on va armer ces avions, puis commencer à faire du combat aérien pour abattre l'adversaire. Et puis aussi des gros développements pendant la Deuxième Guerre mondiale où on va commencer à lâcher des bombes derrière dans le terrain, peut-être aussi sur le front. Mais là, on avait déjà beaucoup plus d'artillerie. Ouais. D'accord. Alors, vous avez toute cette création des forces aériennes, ou des troupes d'aviation, on va dire, à l'époque, qui partent de zéro. Le pauvre Théodore Réal trouve un pilote absolument connu en Suisse, qui aura une aura énorme, c'est Oscar Bider, qui se tuera quelques années plus tard. Et ce qui se passe avec Bider, lui, il a ses grandes connaissances d'aviation, et puis c'est lui qui va chercher les pilotes qui conseille Théodore Réal, lui dit mais on doit prendre Grandjean, on doit prendre Camer, on doit prendre tous ces pilotes carriers qui étaient des jeunes qui voulaient à Avenches. Alors, puisqu'on n'a pas d'avion, oui. Hein, le Conseil fédéral a aussi émis que c'était coûtait trop cher, qu'on ne voulait pas d'avion. L'aviation était plus ou moins inutile parce que certains avaient prétendu qu'elle était inutile.
avec l'aviation de l'époque de Fayouba, vous avez, donc dans les années 10, vous avez le premier vol interville de Suisse où Fayouba part de Havanches puis vient poser à Payerne. Rien ne prédestine en principe Payerne à devenir un aérodrome. Ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que l'aérodrome qui existe déjà sont Lubendorf. Vous avez Spreitenbach dans la vallée de la Limmat, en dessous de Zurich. Vous avez un aérodrome à Thun, à Berne, puis vous avez Lausanne. La Blécherette. La Blécherette qui est beaucoup plus vieux que tout le monde le croit. Et ce qu'on constate, c'est qu'à la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, il y a un intérêt pour faire du trafic postal. Donc, transporter de la poste rapidement. Et c'est d'abord l'armée suisse qui va, ou l'aviation suisse, militaire suisse, qui va faire ces vols. Et puis, on se constate qu'à cette époque, il manquerait un aérodrome un petit peu dans la région. La grande décision du chef de l'armée, donc le général Guisan, qui lui fixe sa nouvelle stratégie et retire l'armée suisse dans le réduit national, donc dans les Alpes. Il abandonne plus ou moins le plateau suisse. Puis il fait un énorme verrou dans les Alpes et on va créer des dizaines d'aérodromes militaires qu'on va effectivement bétonner ou asphalter dans les Alpes, des aérodromes qu'on connaît encore, Sion, Meiringen, Alpnach, et il y en a tout un tas. Et c'était souvent des pistes au début qui faisaient 800 mètres, comme la première piste à Payerne, 800 mètres. Alors Payerne, lui, l'aérodrome est conservé parce qu'il y a la caserne et l'école de recrues, il y a la proximité de la place de tir, qui fait qu'on conserve tout ce développement qui se fait sur Payerne. Havanches vient boucler en 1940 ou début 1941 parce que ça n'a plus d'intérêt dans la nouvelle stratégie militaire suisse qui est le réduit national. On est devant le Vampire DH100. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Vous avez dit voilà, qu'il était fait de métal et de bois. On a le Vampire devant nous, le DH100. C'est un avion construit par de Havilland en Angleterre. C'est notre premier avion de combat. On en a acheté des dizaines, si ce n'est pas des centaines, par tranche. Au début, c'était qu'un monoplace. Ensuite, on a acheté le Venom qui est à côté. C'est un avion plus performant, plus de puissance, construit par le même constructeur. On reconnaît les mêmes caractéristiques, ce n'est pas la même aile. Et puis, la queue est presque la même. Il y a des petites différences quand même, mais c'est cet avion type bipoutre vers l'arrière. Et puis, avec le temps, on a aussi constaté que ce serait bien d'avoir un avion pour l'écolage. Parce que là, le jeune pilote, il est tout seul, là, on lui explique comment il faut faire, et puis maintenant, vas-y, pars et vole. Oui. Et on a eu ensuite le biplace Vampire, Vampire Trainer à côté, là c'est le troisième qu'on a devant nous, qui est lui le biplace côte à côte, qui est arrivé. L'avion, le Vampire, est resté excessivement longtemps en service, jusqu'à la fin pratiquement des milieux des années 80, comme avion d'écolage. Et il a été remplacé à cette époque-là par le Hawk anglais. C'est celui que vous avez dans votre dos. C'est quand même un avion assez performant. Là, vous voyez la munition qui est là-dessous. C'est des canons de 20 mm. Oui. Il en a 4. Donc, quand ça tire, ça fait comme une bonne cadence. Mais sa charge d'envol, elle est réduite. Le Vampire permettra de transporter plus. L'avion est quand même plus performant, quoiqu'on a perdu énormément de Venom. C'est un avion qui avait des caractéristiques dans certaines positions en vol lent. Il avait la tendance à décrocher et puis à s'écraser. Donc on en a perdu une assez grande quantité.
là, on est devant le Tigre F5 de Northrop. C'est une machine américaine qui a été achetée à, sauf erreur, 110 exemplaires en Suisse dans le courant des années, fin des années 70, début des années 80. On avait besoin d'un nouvel avion. On cherchait un chasseur léger. Et puis, c'est cette machine qui avait été acquise. Donc, elle vole encore aujourd'hui. C'est l'avion de la patrouille suisse, à la différence que la machine de la patrouille suisse, elle a 2 tout petits changements. Elle est peinte en rouge et blanc. Oui. Et puis, ce qu'on lui a fait, on lui a enlevé le compartiment canon et on a mis dessus... Pour les fumigènes. Pour les fumigènes. D'accord. Et puis, il y a un petit tuyau qui traverse tout l'avion, qui amène l'huile derrière à la sortie du réacteur, puis que le pilote peut enclencher avec un bouton. Et puis ça fait la fumée grise. Ça nous donne ce magnifique show. On a d'ailleurs pu observer à R14 et dans d'autres meetings bien sûr. Alors, l'avantage de cet avion, il est léger, il est rapide, un Mach 1.6. Il a quand même une petite autonomie. Il tient à peu près 1 heure de vol maximum avec sa configuration avec le gros réservoir sous le ventre. Okay. Parce que là, vous parliez de Mach. Si vous pouvez nous donner... Alors, un Mach, c'est 1 fois la vitesse du son. C'est un avion biréacteur. Donc, il a 2 réacteurs derrière avec... c'est des petits réacteurs comparés à ce qu'on a sur le FA-18 ou qu'on avait aussi sur le Mirage, c'était d'autres dimensions. Il est équipé d'un missile infrarouge. Le missile infrarouge va chercher une source de chaleur. Donc un réacteur, si vous venez depuis derrière, depuis devant, suivant ce qu'il y a, la qualité de votre signal infrarouge va vous permettre aussi d'attaquer depuis le devant. Alors là, on est devant le Venom DH112 de Havilland de nouveau. C'est de nouveau une construction bois et métal. Les poutres, c'est du métal. Il y a énormément aussi de pièces qui sont en métal, mais là, le fuselage, c'est du bois. Il est beaucoup plus lourd, il fait pratiquement 2 tonnes de plus que le Vampire, donc plus de carburant. Vous voyez qu'il a aussi des réservoirs en bout d'aile. On va pouvoir lui mettre des bombes de 250 kg ou de 50 ou de 250 kg dessous. Ce sera un véritable avion. Il est équipé d'un siège éjectable. Le premier, sauf erreur. Oui. Le Venom, non, le Vampire n'avait pas de siège éjectable au début, on l'a installé après. Puis là, vous avez typiquement la combinaison d'un pilote dans les années 1970. Une combinaison de vol, son casque, son masque à oxygène. Il faut penser qu'avec ça, vous montez rapidement à 10-12 000 mètres. Donc il vous faut une certaine réserve d'oxygène, sinon vous êtes comme au sommet de l'Everest, là, en train de tirer la langue, puis de suffoquer. Donc il a sa réserve d'oxygène. Et puis vous voyez ici qu'il a une combinaison anti-G. C'est pour augmenter que le corps puisse supporter plus de G ou d'accélération dans les virages ou dans les ressources. Vous avez tendance, quand vous faites une ressource comme ça ou un virage très serré, vous avez le sang qui va partir de la tête vers les pieds. Alors la combinaison vous serre le ventre et vous serre les cuisses et puis les mollets. Alors, mais ça vous enfonce le ventre. Alors vous êtes là,
vous ne savez plus comment pousser, ben, il faut apprendre. Bien sûr. Et puis tout ça, ça vous permet de gagner peut-être 1 à peut-être 2 G pour supporter mieux les accélérations. Parce que ça empêche que le sang descende de la tête vers les pieds. D'accord. Et puis maintenant, si on regarde un peu par rapport aux tenues qu'on a maintenant, finalement, si je me réfère à ce que j'ai vu, ça n'a pas vraiment changé, c'est toujours... Fondamentalement, ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, bon, c'est une combinaison ignifuge. Hein, on les a mis maintenant en vert camouflage parce que s'ils doivent s'éjecter, qu'ils puissent avoir leur tête camouflée. Hein. Oui. Le casque a évolué, c'est bien clair. Le système de la combinaison anti-G n'a pas fondamentalement changé. Vous avez alors le pilote qui a aujourd'hui encore tout un harnais, surtout on le voit ça sur le FA18, il a un émetteur de secours, il a certains éléments avec, il a un gilet s'il atterrit dans l'eau. Tout ça est intégré dans son équipement. Et pistolet, il vole avec ou pas? On ne vole pas en temps de paix avec le pistolet. Non. Sinon, en temps de guerre, en temps de guerre, oui, il prenait son pistolet. C'est une arme pour se protéger personnellement si on avait en cas de... Ouais, si on repose dans un terrain ennemi, mais on ne va pas très loin avec un pistolet. Hein. Non, c'est sûr. Et on l'a vu, ceux qui se sont éjectés, c'est une chasse à l'homme. C'est se cacher, c'est essayer de prendre de l'avance. Aujourd'hui, les nouvelles combinaisons ont des récepteurs GPS. Oui. Et il faut s'imaginer, chez nous, on le fait pas vraiment. Mais c'est fondamental de sauver le pilote le plus rapidement possible. Oui. C'est pour le moral de la troupe. Montrer que si le pilote est perdu, mais à 2, 3, 400 km, on va le chercher. On a devant nous un équipement de survie du pilote. Hein. Ça, c'était ce qu'on avait sur le Vampire, le Venom et le Hunter. Aujourd'hui, il y a quand même... peut-être un peu plus moderne. Alors vous avez déjà, particulièrement en Suisse, vous avez un équipement de haute montagne. On lui a mis des gants, on lui a mis des gamaches, et puis on lui met une pelle à neige et puis une scie pour couper, pour faire un igloo. Donc on lui a même mis le modèle ici, comment on peut créer un igloo en pleine montagne pour survivre. Hein. Donc il a là les moyens de survie, il a une radio de secours, il a un pistolet lance-fusée, un peu de matériel, il a une petite sacoche de premier secours, et puis toute une réserve énergétique où il peut se faire du thé, du café, du chocolat, parce qu'il faut avoir de l'énergie pour survivre. Voilà, ça c'est l'équipement typiquement suisse, qui a maintenant chez nous évolué pour les vols sur FA18, où on est engagé à l'étranger, particulièrement quand on fait des vols de nuit. Les entraînements de vols de nuit, on les fait en général mi-novembre à mi-décembre, pendant 4 semaines. On a non été longtemps en Norvège, maintenant on va en Angleterre, et là on vole sur la mer du Nord. Mais on peut aussi faire des entraînements en France ou en Méditerranée, ou depuis l'Andivisio en Bretagne, et puis vous partez dans l'océan encore. Ouais. Donc là, si vous devez vous éjecter, vous êtes dans un milieu aquatique, et puis ça, on s'entraîne à faire en Suisse. Donc tout pilote a appris à Forel à faire un entraînement de survie en milieu aquatique, avec le pilote porte une combinaison de vol, mais spéciale, étanche. Elle serre aux 2 bras, elle serre autour du cou que l'eau ne rentre pas, une immense fermeture éclair pour rentrer et puis fermer qui est étanche, et puis il a ce moyen où il ne va pas être mouillé en tant que tel. Sa combinaison, tout sera mouillé, ce n'est pas un problème, mais lui reste au sec. Et puis dès qu'il arrive dans l'eau, il a maximum 2 minutes pour
se mettre dans son dinghy. Donc il doit, son dinghy est accroché à sa combinaison, etc., hein, avec le paquet de secours. Il doit l'accrocher, le tenir entre les deux jambes, tac, tirer, le dinghy s'ouvre et puis sauter dedans. Alors vous avez ici le principe du siège éjectable. Hein. Le pilote, comme je disais, il tire son voile devant la figure, ça déclenche le siège éjectable. Il est éjecté. Le premier parachute va stabiliser le tout, le deuxième va encore aider la stabilisation et extraire son parachute. Le pilote vient séparer de son siège éjectable. Le siège, lui, c'est un bout de métal qui va descendre et puis fini. Et puis le pilote va rester de cette façon et en dessous, jusqu'à 6000 mètres, il va descendre très très rapidement. Alors ici, on est devant un siège éjectable de Hunter, le MK-58. Donc ça a été notre avion de combat dans les années, depuis les années 60 jusqu'à 95 ou 94 quand il a été retiré. C'était un chasseur-bombardier qu'on avait avec cet avion, mais à la fin, on a dû le retirer parce qu'il était gentiment dépassé, même si c'est un magnifique avion. Siège éjectable ici. Il faut s'imaginer que ces sièges éjectables, au début, c'était des boulons explosifs. Donc quand le pilote tirait soit à la poignée, avec un voile qui se mettait devant la figure, donc le mouvement, en faisant ça, ça redressait le dos, et puis il était beau droit. Et puis vous aviez des boulons explosifs hein, qui explosaient et qui envoyaient, qui éjectaient le pilote. Hein. Des accélérations de 19 G. Donc, si vous n'aviez pas exactement la colonne bien droite, vous aviez des problèmes de dos après. Donc, c'était excessivement violent, cette éjection. Parce que 9G, si on peut faire un petit 19, comparatif, hein. 19. Ça équivaut à quoi? À 19 fois son poids. 19 fois l'accélération terrestre. D'accord, ah oui. Les nouveaux sièges éjectables n'ont plus des boulons explosifs, ils ont des fusées. C'est la même chose, mais l'accélération au départ, elle est progressive. Donc beaucoup moins de problèmes de dos par la suite pour le pilote. Alors là, vous avez le pilote est attaché au siège, il est éjecté, il a son parachute auquel il est effectivement aussi attaché. Et à un moment donné, quand le pilote, l'éjection est terminée, il va redescendre et à une altitude de 6000 mètres, son parachute va s'ouvrir. Donc le pilote va être séparé de son siège éjectable. Le siège éjectable, lui, il va descendre tout seul. Et puis le pilote, lui, il va descendre comme une pierre. Et puis à 6000 mètres, il y a son parachute qui va s'ouvrir s'il était à 10-12 000 mètres. Parce que vous ne pouvez pas le laisser en haut à flotter dans son parachute parce qu'il n'y a pas assez d'air, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc descendre rapidement à 6000 mètres, et là, son parachute, il s'ouvre tout seul. Il s'ouvre tout automatiquement. Vous avez encore une petite chose, c'est ces deux sangles là. Ces deux sangles, c'est les sangles de rappel des jambes. D'accord. Le pilote a une sangle qui vient ici autour du mollet pour tirer les jambes au moment de l'éjection. Parce que si vous les avez sur le tableau de bord, vous ne voulez pas les laisser dans l'avion. Donc là, vous avez ces deux sangles qui vont retirer les jambes en arrière et puis il part du premier coup. D'accord.
Puis dessous, là, vous avez encore son paquet de sauvetage qui est fixé à son parachute, à son équipement de pilote, qui va faire qu'il peut garantir sa survie dans le terrain. Monsieur Studemann, merci de nous avoir reçus ici au musée de Clindel, de nous avoir fait la petite visite guidée, d'avoir fait ce retour en arrière de l'aviation suisse. 100 ans, c'est pas rien. Je vous remercie encore infiniment. Merci beaucoup.